Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cet enregistrement public avec Louisa Yousfi. Alors simplement pour vous rappeler le contexte, on a monté un podcast qui s'appelle Craquer l'époque, qui d'habitude en fait est surtout des séances qui ne sont pas publiques, mais 2 fois par an on essaye ici à la Gaîté Lyrique, que nous remercions, de faire ces enregistrements publics. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on a 2 épisodes de 30 minutes et une fois l'heure passée, une fois que les 2 épisodes sont terminés, vous pourrez poser les questions que vous voulez et bien sûr ça sera diffusé aussi dans le podcast. Du coup, on va quand même présenter juste très très brièvement le podcast. Du coup, ça s'appelle Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. C'est un podcast qui a un petit peu 2 grandes lignes éditoriales. La première, c'est un peu d'essayer de faire un diagnostic du présent, un peu d'essayer de comprendre l'époque dans laquelle on est. Alors comme souvent les diagnostics ils sont assez pessimistes, dans la deuxième partie du projet éditorial, c'est un peu de dire quels imaginaires est-ce qu'on peut essayer de déployer dedans, qu'est-ce qu'on peut encore essayer de penser. Donc le titre de la rencontre d'aujourd'hui avec Louisa Yousfi, c'est justement déployer les imaginaires dans un monde qui nous rétrécit. C'est l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Pour cet enregistrement public exceptionnel à la Gaîté Lyrique, nous avons le plaisir de recevoir l'autrice, journaliste et militante Louisa Yousfi. Alors Louisa Yousfi est journaliste et militante décoloniale. Elle fait partie des médias indépendants de Parole d'Honneur et QG Décolonial, qui viennent d'ailleurs de publier la seconde revue de la revue Nous, qui traite des questions théoriques, stratégiques, politiques, esthétiques en lien avec la lutte décoloniale. Elle réalise également des entretiens filmés pour l'émission hors série. Mais Louisa Yousfi est également autrice. Elle a publié 2 livres aux éditions La Fabrique. Le premier, Rester barbare, en 2022. Et alors dans celle-ci, elle reprend l'expression du romancier Kateb Yassine et elle propose un essai puissant sur la condition des barbares dans la société occidentale, dans lequel elle évoque aussi bien Chester Himes, Aimé Césaire, Ralph Ellison, Sonny Laboutanzi, mais aussi Booba ou PNL, dans une volonté de briser la barrière entre une culture qui serait légitime et celle qui serait illégitime. En 2024, elle co-signe Contre la littérature politique, toujours à La Fabrique. Elle le co-signe avec Pierre Alféry, Leslie Kaplan, Nathalie Cantane, Tanguy Viel et Antoine Volondine. Et cet essai, il dénonce une forme d'omniprésence de politique dans la littérature, mais une politique dont le sens aurait été dévoyé, aseptisé, neutralisé. Alors, dans son texte, elle propose une réécriture d'une partie de l'Iliade d'Homère afin de raconter les violences subies par les populations non-blanches et par celles qui ont immigré. Elle y propose une lecture politique puissante du monde par le biais de la tradition littéraire pour montrer ce que la fiction peut offrir pour saisir le monde. Plus récemment, elle fait partie des 16 lauréats sélectionnés pour intégrer la Villa Médicis, dans laquelle elle va être pensionnaire durant l'année 2024-2025. Et son projet d'écriture portera sur la réalisation d'une œuvre de fiction à partir d'une famille franco-algérienne éprouvée par la mort du père. Et alors dans cet essai, il sera a priori question de contes perdus, d'héritage secret, de biologie spirituelle, de télépathie intergénérationnelle entre un peuple de fantômes indigènes et leurs descendants engagés dans une série de travaux herculéens à réaliser dans un monde hostile. Alors, bonjour Louisa Yousfi déjà. Bonjour, merci. Alors, avant de commencer, on ne peut pas faire fi du contexte dans lequel on est. On est le 15 juin, on est à la veille d'une possible accession de l'extrême droite en France. Dans votre livre, Rester barbare, il y a souvent ce jeu entre le beau et le laid. L'Occident qui monopolise le beau avec sa mission civilisatrice et le lait qui concerne tous ceux qui se refusent de s'intégrer à cette cosmologie occidentale. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, la situation qu'on est en train de vivre, alors qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui est assez inédite malgré tout dans la forme que cela prend? Quelles ont été vos réactions et comment vous l'analysez? Bon, moi, en fait, je dirais que, alors, au-delà de la séquence toute récente qui est la nôtre, c'est-à-dire les législatives, la dissolution et puis les résultats aux élections européennes, je dirais qu'on assiste à une espèce de clarification du monde, qui va précisément à l'encontre de ce que j'ai l'habitude d'entendre, à savoir c'est un monde fragmenté, on comprend plus rien, l'échiquier politique est illisible, on ne sait plus ce qui se passe. Moi, il me semble qu'en fait, au contraire, il y a un masque qui tombe et en fait, on voit les choses se révéler sous leur vrai visage, mais telles qu'elles ont toujours été, en fait. Mais sans le masque hypocrite avec lequel pouvait se parer la France universaliste, humaniste, l'Europe qui était, la voie
les gendarmes du monde, la voix de la démocratie dans le monde, la question du sionisme aussi, la question d'Israël. Je veux dire, il y a énormément de choses qui se sont absolument clarifiées. Il y a des lignes qui se sont dessinées, qui ont permis, il me semble, une lecture du monde très simple, en fait. En fait, c'est très, très simple ce qui se passe. C'est d'une clarté et d'une simplicité absolue. Il suffit de voir, je ne sais pas, une carte, là, pour revenir aux élections européennes, il suffit de voir une carte de la France, de voir comme elle est brune, on comprend ce qui s'est passé. Je veux dire, on comprend ce qui s'est passé. On comprend par ailleurs les liens qu'il y a désormais entre, je ne sais pas, le macronisme et cette force brune. On comprend aussi le lien de ces mêmes gens avec notamment le soutien inconditionnel à Israël en plein génocide à Gaza. En fait, tout se relie, tout se recoupe, tout devient lisible. Bah oui, en fait, tout ça tient en une seule, dans une espèce de matrice que nous, en tant que décoloniaux, on avait à cœur, enfin, on a eu à cœur pendant de longues années de mettre au jour, de montrer que l'Occident est un empire, en fait, et continue d'être un empire, est un empire qui est fondé sur un ordre qui est en vérité un ordre impérialiste, qui est un ordre néolibéral, qui est un ordre racial, et que toutes ces choses se recoupent, qu'il y a un pacte racial en France, qui est un pacte aussi impérialiste. Et voilà, donc ce que je dirais, c'est que voilà, les choses sont d'une clarté absolument presque, si je suis un peu, si je veux être un peu provocatrice, c'est presque satisfaisant en fait, parce que enfin, l'hypocrisie n'est plus possible aujourd'hui. Je veux dire, les mecs, disons du centre, de l'extrême centre, du Parti socialiste, voire même de la gauche, en vérité, il y a des discours aujourd'hui qui ne tiennent plus, qui ne peuvent plus se tenir avec crédibilité. Et voilà, il y a une espèce de fin de l'hypocrisie, de fin de l'innocence. C'est vraiment une expression qu'on avait à cœur de porter pendant des années et qui aujourd'hui, vraiment, elle devient, j'allais dire, évidente, quoi. Il y a une fin de l'innocence occidentale, une fin de l'innocence comment dire, l'idéologie à la fois intégrationniste, à la fois universaliste. Ce que je veux dire, c'est que la situation actuelle en France, je l'adosse toujours à la question de l'impérialisme. Ça me semble absolument primordial et c'est jamais délié. Je pense que c'est ça qui lui donne du sens et de la perspective. Et je crois que là, on assiste à la fin d'un grand récit. Je veux dire, on n'a pas cessé de dire non, mais que la fin des grands récits est arrivée avec la postmodernité, que c'est terminé, qu'aujourd'hui il y a plein... Non, je ne crois pas. Il y avait toujours un grand récit. Il y avait toujours un grand récit quand même de l'Occident, de la France, des Lumières, de tout ça. Et là, je pense que vraiment, on assiste à la fin de ce grand récit-là. Est-ce qu'on pourrait revenir justement sur à la fois la fin de l'innocence, parce qu'effectivement c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans votre livre Rester barbare, et ce fameux grand récit, comment on pourrait le qualifier plus précisément, ce grand récit occidental? C'est l'idée que l'Occident, en vérité, a instauré son règne avec les moyens de la domination, donc avec les moyens de la violence, etc., qu'on connaît, mais en même temps à penser à créer les conditions de sa légitimité morale, en fait. C'est-à-dire que la question de la domination occidentale, elle ne se pose pas seulement en termes de domination économique, impérialiste, etc., mais c'est aussi en termes d'organisation morale du monde. Il y a tout un récit qui accompagne les politiques spoliatrices de prédation des pays du Sud, qui consiste à dire mais c'est pour le bien de l'humanité en fait. Et c'est toujours pour la démocratie, c'est toujours pour sauver les femmes en Afghanistan, en Iran, c'est toujours pour le bon qu'on fait des guerres, c'est toujours pour... Et puis même, je veux dire, en politique intérieure aussi, c'est des choses c'est toujours par vertu progressiste qu'on va dans les quartiers, c'est pour les femmes, voilà, il y a toujours... L'Occident a cette espèce de perversité qui consiste à doubler sa barbarie en vérité d'un discours d'innocence sur elle-même, en fait pour précisément la masquer, escamoter le crime. Elle fait un crime, mais elle escamote exactement au même moment. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment... Il n'y a que l'Occident qui fait ça, en fait. Qui crée ça, qui crée ce grand récit de la beauté, elle est de notre côté, la liberté de notre côté, je veux dire. Ça, c'est une histoire occidentale, ça. L'histoire il faut en même temps se rendre inattaquable, se rendre impeccable sur le terrain de la morale et des idées. Et je veux dire, on peut considérer que c'est quelque chose de très fort par ailleurs. C'est-à-dire, c'est une stratégie gagnante, elle est bonne. Hein. Ça a marché, ça continue de marcher dans une certaine mesure, mais de moins en moins, voilà. De moins en moins. Si on peut estimer qu'il y a une bonne nouvelle quelque part dans ce désastre qui est le nôtre, c'est celui-ci.
Alors du coup, on va vous poser un peu la question traditionnelle qu'on pose à chaque fois dans ce podcast. Alors vous avez déjà abordé un petit peu l'idée d'une époque qui était en train de se clarifier. Mais nous, notre question, c'est justement comment est-ce que vous qualifierez l'époque dans laquelle nous sommes? S'il y a un mot, un adjectif, ce qui vous vient un peu spontanément en ce moment. Bon, je dirais qu'elle est funambule. C'est l'image qui me vient spontanément, c'est-à-dire que c'est une époque qui marche sur un fil et devant laquelle on retient tous un peu son souffle, parce qu'on a le sentiment qu'elle va tomber, on sait qu'elle va tomber. Et je crois que c'est vraiment la caractéristique de la conscience collective, en tout cas en Occident, qui est de se sentir au seuil d'un grand basculement. On sent que, et d'ailleurs on n'arrête pas de le dire, là il y a un truc qui va se passer, on va rentrer dans une phase historique, mais je sais quoi, il y a une phase historique, mais on ne sait pas de quel côté ça va tomber en fait. Je veux dire, le truc le plus lucide, le plus réaliste, en vérité, c'est d'imaginer que ce grand basculement sera l'occasion d'une catastrophe, notamment par exemple sur ce qu'on appelle la menace fasciste, qui est par ailleurs n'est pas seulement une menace, puisque en vérité c'est surtout plutôt, je dirais moi, pour ma part, une consécration ou plutôt un verrouillage institutionnel d'un déjà là fasciste qui en fait structure de manière tendancielle le paysage social et politique français et européen en fait depuis un certain nombre d'années. Et en même temps, mais c'est précisément parce que l'époque marche sur un fil, qu'elle est sur un point de basculement, qu'elle comporte aussi en elle la promesse en fait de tous les possibles en fait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on le voit en fait là dans la séquence toute récente, tous les jours il y a une nouvelle reconfiguration. Tous les jours, on se dit oh putain, en fait non, en fait ça va pas, c'est un cauchemar. Ah non, finalement c'est pas si un cauchemar que ça. En fait si, putain, c'est encore. En fait, tout change, tout est extrêmement instable. Moi, pour ma part, je suis pessimiste. Et en même temps, pas tant que ça, parce que je sais que l'histoire n'est jamais jouée d'avance, que rien n'est jamais joué, que tout peut basculer à tout moment. Et non seulement je le sais, mais en plus j'estime que c'est un devoir en fait, notamment quand on est engagé politiquement, que c'est un devoir de considérer les potentialités de son temps avec générosité, en fait. De ne pas se dire c'est foutu, c'est la merde, c'est foutu. Je pense que c'est une faute, même en tant que militant, c'est une faute éthique, c'est une faute morale, c'est une faute politique de considérer ça, parce que ça veut dire c'est une capitulation, en fait. Voilà, donc moi, j'ai un avis un peu contrarié vis-à-vis de l'époque, que j'ai toujours, mais qui est un truc qui est un peu lié à la dialectique, enfin l'amour de la dialectique qu'on a quand on est adossé à des traditions un peu marxistes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait, je pense, peut-être être, comment on appelle ça, il y a une formule, vous savez, très célèbre, de Gramsci qui condense bien ce credo-là, qui est le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir articuler ça. À la fois une rigueur analytique qui nous empêche effectivement de nous raconter des histoires, c'est-à-dire qu'ils voient véritablement le monde tel qu'il est, quoi. C'est pas la peine de fantasmer des choses, et puis même qu'ils prennent vraiment à la fois la mesure, non pas seulement du danger, mais de l'état du rapport de force, qui est extrêmement en défaveur des luttes de l'émancipation. Ça, c'est très clair. Et en même temps, cette acuité-là, elle doit être articulée, adossée à une capacité toujours renouvelée d'envisager des horizons possibles, en fait. Et ça, c'est l'œuvre aussi de la politique. C'est la politique, mais j'allais dire aussi la littérature, en fait. C'est là que se rejoint sans doute, puisqu'on parlera peut-être tout à l'heure, la politique et la littérature. C'est des endroits aussi où on pense l'impossible, en fait. On pense des horizons qui n'existent pas. En fait, il faut être un peu fou, je pense, à la fois pour faire de la bonne littérature et pour faire de la politique révolutionnaire. Il faut être un peu fou parce qu'il ne faut pas être adossé complètement, il ne faut pas coller au monde, à l'ordre du monde. Donc il y a quelque chose qui relève de... Voilà, on a l'impression que c'est une imagination un peu folle du logique. On se dit, mais comment tu peux imaginer ça ? Mais en fait, c'est une manière de dessiner des lignes de fuite et qui est une capacité intellectuelle qui n'est pas sans rapport avec la création, en fait, la création artistique, qui est adossée effectivement à une forme de confiance à la fois en son temps, mais aussi j'allais dire de respect en fait vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés. Tout à l'heure, on parlera de ceux qui viendront. Il y a le poème de Brecht dont je vous ai parlé, mais c'est surtout, là, en l'occurrence, pour ma part, c'est que je sais que je m'inscris dans une histoire de lutte, donc de gens qui n'ont pas lâché l'affaire, en fait. Et donc, je suis contrainte, presque par respect, de continuer à ne pas lâcher l'affaire,
Donc de continuer à y croire, mais sans naïveté en fait. Je pense qu'on est assez d'accord avec vous sur le fait qu'il faut qu'on soit un petit peu fou et qu'on doit croire encore au monde. Il y a une jolie phrase de Deleuze, croire au monde, y croire malgré tout. On tient particulièrement à cette phrase-là. Mais, et en même temps, quelles sont les raisons de croire au monde ? Je veux dire, quelles sont vos raisons à vous particulièrement qui vous donnent encore quelques raisons d'espérer dans le monde ? Moi, c'est très simple, c'est que moi, j'appartiens à une génération qui, depuis que je milite, alors moi, je milite au sein du mouvement décolonial. Depuis que je milite, ça veut dire 12-13 ans, la famille politique à laquelle j'appartiens, le mouvement auquel j'appartiens, n'a jamais eu de cesse de grossir, de gagner du terrain, de s'élargir, d'imposer ses idées. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais affaissé, en vérité. Il y a eu des moments de reflux, il y a eu des moments, plus compliqués au début d'une très grande hostilité. Mais j'ai vu, au contraire, les choses s'imposer, devenir de plus en plus, pas hégémonique, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, dans le camp de l'émancipation, même dans le camp de l'émancipation, c'était compliqué d'imposer les idées décoloniales, d'en parler. Elles ont gagné du terrain aussi, on a avancé nos pions. Et je sais qu'en parallèle de cela, évidemment, et je pense que c'est relié aussi, évidemment qu'en parallèle de cela, ce qu'il y a eu en face, c'est qu'il y a eu aussi une radicalisation en face, une radicalisation raciste, une radicalisation islamophobe, mais c'est ce qu'on appelle des contre-offensives en fait. C'est précisément parce que nous, on a avancé que la nécessité de radicaliser l'islamophobie du point de vue de l'État s'est imposée aussi. Parce qu'on a arrêté de fermer notre gueule en fait. On a eu cette prétention-là qui était de porter la question du racisme sur le plan politique et plus seulement sur le plan d'un fait social dont il faudrait se lamenter ou alors simplement prendre en charge à côté avec d'autres questions qui seraient des questions sectorielles en fait. Nous on est arrivés, on a dit ça c'est le fondement de la République en fait. C'est quelque chose qui nécessite un démantèlement complet de tout ce qui fonde la République que nous connaissons. Et donc, ça nécessite aussi un territoire politique nouveau, avec un agenda politique spécifique, qui défend des intérêts spécifiques d'une population spécifique. Voilà. Donc, on est arrivé dans un truc comme ça. Et oui, voilà, moi, les raisons que j'ai d'y croire, c'est que je vois ça arriver. Je sais que, je veux dire, c'est plus compliqué que là, ce que j'ai l'air de dire, parce que, par exemple, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, en vérité, du point de vue du mouvement décolonial, c'est que les idées décoloniales sont extrêmement fortes. Il y a une percée des idées à la fois dans le monde de la culture, dans le monde intellectuel, dans la pensée critique. Mais sur le plan organisationnel, on est en recul, en vérité, parce qu'il n'y a plus d'organisation dite décoloniale qui se veut véritablement politique et qui porte un projet de telle sorte. Bon, et ça a eu lieu avant, mais parce qu'il y a eu une offensive extrêmement forte à cet endroit. Mais du coup, ça s'est déplacé ailleurs, ça s'est déplacé sur le terrain de la culture, des idées, comme une espèce de front culturel. Je pense qu'il y a des cycles en fait, de ces luttes, de la révolte, et je pense que l'aspect organisationnel reviendra encore. Mais que là, il y a une espèce de reflux organisationnel lié à un rapport de force qui est beaucoup trop en notre défaveur, qui fait que, par exemple, on peut s'étonner que des mouvements décoloniaux, aujourd'hui, qui sont pourtant très attachés, vraiment très attachés à la question de l'autonomie, des choses de cet ordre-là, disent aujourd'hui allez voter Front Populaire, quoi. Je comprends pas, mais comment c'est possible ? Enfin, il y a une espèce de monstruosité, mais qui est en fait, c'est que le mouvement décolonial a toujours eu aussi à cœur de penser en conjoncture, c'est-à-dire on pense pas dans l'absolu, quoi. C'est notre côté léniniste, on va dire. C'est l'intelligence de la situation. Donc la situation est telle que sur le plan organisationnel, nous savons, et par ailleurs, parce que nous avons identifié que, par exemple, la France insoumise a été transformée par les luttes que nous avons menées, à tel point qu'aujourd'hui, elle endosse une ligne de rupture. Jusqu'à quand ? Jusqu'à où ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, là, on sait qu'il faut continuer à soutenir ça, c'est-à-dire à soutenir cette initiative. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin de la politique pour nous. C'est-à-dire que c'est un moment, comme ça, qui nous permettrait ensuite de créer les meilleures conditions pour le retour de l'autonomie, en fait, le retour de l'autonomie de la question décoloniale. Mais là, en vérité, ce qu'on se choisit quand on dit il faut porter au pouvoir le Front Populaire ou la France Insoumise, on se choisit nos meilleurs ennemis. C'est ça qu'on dit. Je préfère avoir à lutter contre Mélenchon, je ne sais pas s'il est Premier ministre ou président, je préfère avoir lui et lutter contre lui que lutter contre Marine Le Pen, en fait. Parce que je sais que le débat, il ne sera pas à la loyale avec Marine Le Pen. J'ai appris l'histoire, je sais que le fascisme, ça rigole pas, quoi. On va pas pouvoir, on va pas pouvoir. Et donc, je pense que c'est en ces termes-là qu'il faut
penser la situation actuelle. Vous nous avez envoyé le poème de Bertolt Brecht, À ceux qui viendront après nous. On va le lire. Bon, je m'excuse d'avance parce que je lis très très mal, c'est pas du tout mon métier. Alors, c'est un poème qui s'appelle « À ceux qui viendront après nous ». Je vins dans les villes au temps du désordre, quand la famine y régnait. Je vins parmi les hommes au temps de l'émeute, et je m'insurgeai avec eux. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. Mon pain, je le mangeais entre les batailles. Pour dormir, je m'étendais parmi les assassins. L'amour, je m'y adonnais sans plus d'égard, et devant la nature, j'étais sans indulgence. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. De mon temps, les rues menaient au marécage, le langage me dénonçait au bourreau. Je n'avais que peu de pouvoir, mais celui des maîtres était sans moi plus assuré, du moins je l'espérais. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. Les forces étaient limitées, le but restait dans le lointain, nettement visible, bien que pour moi presque hors d'atteinte. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. Vous qui émergerez du flot où nous avons sombré, pensez, quand vous parlez de nos faiblesses, au sombre temps aussi dont vous êtes saufs. Nous allions, changeant de pays plus souvent que de souliers, à travers les guerres de classe, désespérés, là où il n'y avait qu'injustice et peu de révolte. Nous le savons, la haine contre la bassesse, elle aussi, tord les traits. La colère contre la justice rend rauque la voix. Hélas, nous qui voulions préparer le terrain à l'amitié, nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux. Mais vous, quand le temps sera venu, où l'homme aide l'homme, pensez à nous avec indulgence. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors du coup, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur ce poème et ce qu'il représente pour vous ? C'est très dur pour moi de parler de ce poème parce que pour moi, c'est un poème de chevet. Et en fait, je me suis jamais même explicité à moi-même pourquoi je l'aimais autant. Il me semble d'une clarté absolue. Ça veut dire, déjà, ce que j'aime, c'est sa clarté. Je veux dire, c'est Brecht qui écrit, je crois que c'est en 1939, donc il est en exil. Il est dans une situation politique absolument catastrophique. On lui a retiré toute liberté. C'est un militant révolutionnaire. Et il écrit. En fait, ce qu'on entend, on entend plusieurs choses à l'intérieur de ce poème, à la fois quelque chose de très dur, de très désespéré, et en même temps une immense tendresse, une immense tendresse et une immense confiance. C'est-à-dire qu'à la fois, on a l'impression qu'il dit « c'est fini pour nous, nous on a raté, on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait, on l'a fait ». Bon ça déjà, je pense qu'en tant que militant, ça c'est le sentiment qu'on a tous, parce que on sait bien qu'on ne va jamais vivre de notre vivant. C'est une situation, c'est la situation emblématique, archétypale du militant. C'est-à-dire, on sait qu'on ne vivra jamais de notre vivant l'idéal, l'horizon qui est le nôtre, parce que c'est toujours un horizon régulateur qui est d'ailleurs avoué à être repoussé à chaque fois. C'est ça la révolution, c'est jamais, on n'y arrive pas, c'est un rêve. Donc il y a toujours cette insatisfaction, il y a toujours l'idée que le truc s'éloigne au loin, il y a un mirage, mais on se dit voilà, mais je le fais parce que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et peut-être que ça ne servira à rien, mais je dois le faire. Il y a une espèce d'abnégation, de gratuité de l'engagement à cet endroit, et en même temps une grande confiance, puisque c'est un poème quand même qui est adressé à ceux qui viendront après nous, après eux du coup. Et donc il y a l'idée que la lutte va se transmettre, parce que sinon il n'écrirait pas ça. Il sait qu'il y aura forcément des héritiers de ce qu'il est en train de faire, de cet engagement-là. Il y aura des héritiers. Et que ces héritiers-là, voilà, il a des choses à leur dire. Et ce qu'il a à leur dire, moi, c'est surtout un truc qui me touche beaucoup, c'est quand il dit « La colère contre l'injustice rend rauque la voix. Hélas, nous qui voulions préparer le terrain à l'amitié, nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux. » Ça, j'adore, parce que le truc qu'on disait de nous, les décoloniaux, quand on a émergé sur la place publique, politique, c'était qu'on était des affreux, quoi. On était méchants. C'est ça, on n'était pas beaux. On souriait pas, on n'était pas gentils, quoi. Et du coup, et en même temps, nous qui voulions préparer le terrain à l'amitié, nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux. Et en fait, ce que ça raconte, c'est que, oui, mais en fait, parce qu'on arrive dans un tel contexte d'hostilité, qu'on est contraint de d'abord barricader, sécuriser un espace, le sécuriser pour nous rendre inatteignables, pour nous rendre aussi irrécupérables, en fait. Donc ça, c'est l'espace de notre barbarie. Mais politique, en sens politique. Mais ce qu'on ne voyait pas, peut-être de loin, mais ce que là, ce poème dit, c'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur de cet espace, moi, mon expérience que j'avais, et c'était ce grand contraste, c'était à la fois, on était des machines de guerre, d'être une machine de guerre, et le grand contraste, c'est à cet endroit-là que je crois que j'ai connu
l'amour. Non, mais vraiment avec un grand A. C'est-à-dire l'amour au sens révolutionnaire. C'est pas. J'ai connu ce que ça voulait dire aimer, quoi. Aimer des gens, mais vraiment. Les choisir, je sais pas comment dire. Mon cœur, il a grossi. Il s'est pas du tout asséché, comme on a le sentiment qu'on. Je sais pas, comme quand on imagine de manière un peu hégémonique ce que c'est qu'un militant, on se dit ah bah voilà, c'est une personne dogmatique, un robot quoi, qui pense simplement en termes de conformité idéologique avec le dogme, etc. Et à la fois on avait des choses de ce type-là, mais en vrai, et en fait non, et en fait c'est un lieu de grande expérimentation littéraire, de pensée en fait. Mais du coup c'est littéraire au sens où tout est possible. C'est d'une grande expérimentation, d'intelligence, et c'est un lieu de rencontre. La politique, c'est ça qui fait en fait, en vérité, c'est ça qui fait l'histoire aussi, je pense. Mais c'est ça qui fait les mouvements politiques, c'est les rencontres. C'est une histoire de rencontre entre ces êtres faits de chair et de sang, qui ont des histoires, etc. Et tout ça, c'est vrai qu'on cherchait à préparer le terrain de l'amitié, parce que nous, on était convaincus de la beauté qui était la nôtre, du projet qu'on portait. Mais paradoxalement, on savait que pour le porter et le faire advenir réellement, il fallait être une armée, voilà, et être inamicaux. Ça rend inamicaux. Je propose qu'on prépare le terrain de l'amitié dans un second épisode. Merci pour cette première rencontre. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été enregistré à la Gaîté Lyrique et il est réalisé par Emma Chignara et Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.